Bonjour à tous, bienvenue à votre tribune d'analyse de l'actualité. Nous avons qu'au Bénin actuellement, les informations sont focus sur ce qui se passe à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Deux procès se sont ouverts au début de cette semaine, celui concernant la tentative présumée de coup d'État et celui autre touchant à l'affaire de disparition miraculeuse de 4 milliards de francs CFA de coffre de la Direction générale des impôts. Il y a aussi dans l'actualité la suppression d'un certain nombre de médias par la haute autorité, la suspension, pardon, d'un certain nombre de médias par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. On va se focaliser surtout sur ce dernier sujet. Les deux procès étant en cours, on verra bien l'issue qu'en donnera la justice. On restera concentré à ce propos. On pourrait parler aussi, si le temps nous le permettait, de la prestation de serment de Donald Trump qui a donné, je dois dire, les grandes lignes de sa politique à la fois intérieure et extérieure après sa prestation de serment en début de semaine. Voici maintenant 4 nouvelles années devant le nouvel homme fort des États-Unis. Qu'est-ce que ça va avoir comme changement dans la gouvernance du monde, dans la géopolitique du monde? On pourrait en dire deux mots si le temps nous le permettait. Mon éternel compagnon est avec moi, Nissé Carlos Souké. Bonjour. Bonjour Tanguy. Et donc on va commencer par le sujet de la suppression, de la suspension, décidément, suspension de la suspension de quelques médias par la RAC au Bénin. Hier mercredi, l'organe de régulation des médias au Bénin a décidé de suspendre notamment 2 quotidiens, Le Patriote et l'Audace Info, 3 sites internet, puis une page TikTok. On pourrait bien revenir sur les médias constitués, mais que vient chercher la RAC dans une affaire de TikTok et de WhatsApp? Ce que la RAC vient chercher, c'est que TikTok et WhatsApp sont devenus des espaces d'expression très prisés et ont pris beaucoup d'importance, tellement d'importance que si la RAC ne s'y aventurait pas, on aurait le sentiment d'ailleurs que la RAC ne fait rien du tout, parce que ces espaces sont devenus encore plus importants que les espaces qu'occupent les médias traditionnels. Donc c'est normal que la RAC s'outille pour aller réguler du côté des médias qui paraissent, ou en tout cas qui émettent sur TikTok et sur WhatsApp. C'est quand même curieux, hein? Dès lors qu'on sait que les médias sociaux, et spécifiquement Facebook, TikTok et autres, il n'y a pas de tests bien indiqués, en tout cas sur lesquels la RAC peut se baser directement, ma foi, et asseoir son autorité de régulation. Est-ce qu'on ne va pas toucher, on ne va pas surfer, on ne va pas pêcher dans des eaux qui ne vous appartiennent pas là? Lorsque nous avons un code du numérique, ce code du numérique touche à tout ce qui est réalisé sur l'espace numérique. Donc oui, si la RAC cherche, la RAC devrait trouver en principe les mécanismes de réguler du point de vue de ces médias sociaux. Donc il n'y a aucune anomalie du tout. Moi je pense que peut-être il y a peut-être des ajustements à faire pour que de manière très formelle, la RAC puisse savoir exactement quoi faire sur ces espaces-là, mais à partir du moment où il y a des médias qui se donnent pour vocation de s'installer dans ces médias-là et d'émettre, la RAC est obligée de s'y intéresser. Désormais, il faudra se méfier pour ce qu'on écrit sur WhatsApp aussi, puisqu'on a une chaîne désormais. On peut avoir une chaîne désormais sur WhatsApp et autres. La RAC pourrait aussi veiller et intervenir. Oui, parce qu'il y a, comme je vous le dis, le code du numérique a déjà envoyé plein de gens en prison. Oui, mais ça c'est le procureur. On peut comprendre que le procureur s'en charge, mais que la RAC qui est supposée avoir l'œil sur les médias constitués, qui s'intéresse à WhatsApp et Facebook, il faut commencer à s'inquiéter. Vous verrez que la RAC commence par dire je suspends et je vous demande de vous mettre en règle. Donc ça veut dire que la RAC est même consciente qu'il y a une règle à suivre pour pouvoir poursuivre un média en ligne, et que si ces règles ne sont pas
respectées, il y a un problème. Donc que ce soit au niveau de la HAC elle-même, que ce soit au niveau des médias, il y a des règles à respecter et si chacun respecte les règles, la HAC devrait pouvoir, dans cet espace numérique, avoir son mot à dire. C'est justement au nom de ces règles non respectées que la HAC a décidé de suspendre donc les 3 sites internet qui n'ont pas d'autorisation. Est-ce que la HAC ne va pas un peu trop vite en besogne? Est-ce qu'on ne peut pas être beaucoup plus pédagogique que punitif sur l'affaire? Oui, on pourrait, c'est une approche, mais aller aussi dans le sens de suspendre pour demander, pour mettre en demeure les organes d'aller se mettre en règle, n'est pas si mauvais que ça non plus, parce que c'est vrai, on ne peut pas, sous le prétexte qu'on est en démocratie, laisser un certain nombre de choses se faire sans règle. Et nous savons tous que l'espace médiatique est un espace délicat, nous savons tous que le journalisme est un métier sensible, et s'il n'y a pas de codification, il y a un peu comme un mélange de genres et ça conduit à des dérives. Donc c'est normal que la HAC veuille dire nous suspendons, non pas parce que nous supprimons, mais parce que nous vous mettons en demeure pour aller faire les formalités pour que désormais on sache exactement qui fait quoi dans cet espace-là. On sait que l'administration est lourde au Bénin de façon générale, celle de la HAC aussi, déposer les dossiers, obtenir une autorisation c'est compliqué, parfois ça peut courir jusqu'à 3 ans. Je me rappelle que des confrères ont pu déposer des demandes qui ont traîné pendant 3 ans, sinon au plus. Si la HAC elle-même n'a pas, je dois dire, fait le ménage chez elle, pourquoi est-ce qu'elle veut imposer le ménage aux autres? On peut dire que la HAC actuelle a peut-être décidé de faire le ménage en son sein et aussi au sein de la corporation. Donc on ne va pas leur faire le procès de continuer de traîner sur des dossiers si ce n'est pas encore le cas. On verra bien, on appréciera ensemble si ces médias-là déposent leur dossier de régularisation et que ça traîne en longueur parce qu'il y aurait d'autres problèmes en dessous. Les 2 quotidiens, le Patriote et l'Audace Info. On va commencer par l'Audace Info. C'est vrai que ce journal a quand même été objet de beaucoup de condamnations de la part de la HAC, de l'ODEM, pardon. Ce sur quoi, je dois dire, la HAC s'est basée pour sortir sa décision. Est-ce que ce n'est pas un peu trop tranchant? Surtout quand on sait qu'en plus de la suspension du média, que la HAC a décidé de retirer la carte de presse à ce journaliste. Ce sont les faits qu'il faut analyser. Et quand on analyse les faits, on se rend bien compte que ce média s'est totalement écarté du chemin du journalisme. Et donc, oui, quand quelqu'un s'installe comme journaliste et fait tout autre chose que du journalisme, il faut bien que quelqu'un l'arrête. Et la matière sur laquelle travaillent ces gens-là touche à l'honneur et à la dignité des responsables du pays. Ça touche à l'image du pays. Donc ça touche à un certain nombre de choses sensibles sur lesquelles, lorsqu'il y a des dégâts, on n'arrive pas à faire des réparations. Par conséquent, le rôle de la HAC est de veiller aussi à ce que la loi qui permet aux journalistes de s'exprimer en tant que tel dans un espace bien régenté, bien réglementé, puisse évidemment profiter aussi et protéger le citoyen qui a un honneur et une dignité dont lorsqu'il y a des dégâts, personne n'arrive à réparer. Donc la HAC est obligée, on va dire là, d'anticiper sur un certain nombre de dérives, parce que le journaliste en question, je pense, a montré toutes les limites de son irresponsabilité et que bon, il fallait bien que quelqu'un l'arrête. Oui, mais quelque part, est-ce qu'on ne prépare pas aussi, je dois dire, en griffe un délinquant, s'il n'a appris que ce métier et qu'il ne fait que ça, est-ce qu'on ne le pousse pas vers des vices quand on l'arrache ou quand on le pousse hors de la profession? Ce n'est pas le rôle de la HAC de définir qui doit être journaliste ou pas. Mais c'est le rôle de la HAC de faire de la salubrité dans le métier. Et si on laisse des délinquants à l'intérieur, ils risquent de faire beaucoup d'autres délinquants. Et ça serait encore plus grave. Donc, il faut montrer le chemin à tout le monde. Si il y a des gens qui ont franchi la ligne rouge, qui sont sortis carrément du cadre du métier dans ce qu'ils font, il faut avoir le courage de le reconnaître sur la place publique et de le mettre dehors. Avant de punir, il faut avoir instauré les règles. Avant d'instaurer les règles, il faut avoir enseigné ces règles. La HAC n'a jamais organisé, en tout cas celle-là n'a jamais organisé de formation. Celle
tel qu'il a précédé aussi très peu de formation à l'endroit des journalistes, pourquoi on veut les condamner sur les prestations professionnelles quand on ne les a pas aidés à l'améliorer, à l'acquérir? Vous semblez balayer du revers de la main 34 années de pratique de renouveau démocratique dans notre pays. Nous avons, la presse béninoise n'est pas née avec la hack des droits locaux. La presse béninoise est née il y a longtemps. C'est la presse béninoise elle-même qui s'est donné le code d'éthique et de déontologie qui est en vigueur. C'est la hack, la presse béninoise qui s'est donné l'ODEM qui est à, je sais pas, 5 ou 6 ou 7 mandatures, je ne sais plus. 7e mandature. Bon, donc, ce n'est pas d'hier que la presse est née. Il y a un certain nombre de règles qui sont établies et nous les connaissons tous. Maintenant, il y a des gens qui décident d'aller hors la loi, d'être complètement dans le décor, et ces gens-là, il faut bien les mettre dehors pour que la profession ne subisse pas leur influence négative. On ne peut pas avoir peur désormais qu'à tout de bras, on arrache. D'abord même, c'est déjà difficile d'avoir la carte de presse, qu'on l'arrache à n'importe qui et n'importe comment, parce que si une petite porte ouverte... Si pour des raisons de cette nature-là, on arrache une carte de presse à quelqu'un, ça ne devrait pas... faire l'objet de désolation de qui que ce soit. Je ne sais pas qui est perdant dans cette affaire. Parce que la profession, c'est-à-dire que le tribunal des pairs a condamné l'intéressé plusieurs fois. Parce que l'intéressé est carrément hors sujet. Il ne fait pas de journalisme. Et il s'en prend à des gens dont l'honneur et la dignité sont bafoués complètement. Mais si des citoyens se sentent lésés et se plaignent, il faut bien donner droit à leur requête. Autant l'information est importante, autant le peuple béninois a le droit à l'information, mais autant l'information doit être juste, autant l'information doit être écriblée, autant l'information doit être professionnelle. Donc, si ces règles-là ne sont pas remplies, si la personne qui délivre l'information ne le fait pas de façon professionnelle et qu'il se sert de son média pour faire du chantage, pour faire de l'extorsion de fonds et tout ce que vous savez, ben, il faut bien que quelqu'un l'arrête. Et là-dessus, moi, je pense que la HAC a fait ce qu'il fallait faire. On a quand même dans le lot un organe bien constitué qui a été suspendu aussi, le Patriote. C'est vrai qu'au moins son responsable a gardé sa carte de presse, mais là c'est quand même un organe bien constitué, et dans tout état démocratique comme le nôtre, où on ferme un espace de liberté, un espace d'opinion, on ferme un organe de presse, c'est un coup d'ombre qu'on jette sur la lumière qu'est la démocratie, et il faut s'en plaindre. Tout à fait d'accord avec vous, et il faut déplorer le fait qu'on ait à fermer des espaces de liberté, parce que ceux qui animent ces espaces le font en toute irresponsabilité. C'est aussi ça le problème. Il ne faut pas voir seulement que l'espace est fermé, il faut voir que ceux qui animent l'espace ne font preuve d'aucune responsabilité. Le second organe dont vous parlez, le Patriote, a quand même publié des informations qu'un journaliste ne devrait pas publier sans prendre de précautions. Lorsque vous dites que le chef de l'État dit à qui veut l'entendre que le pouvoir ne reviendra jamais au Sud. Est-ce qu'il peut dire à quel moment il a entendu ça? Est-ce qu'il peut dire à quel moment le chef de l'État l'a dit et devant qui? Et même lorsque vous avez eu le privilège d'avoir entendu ça, mais de le dire publiquement comme ça porte un coup à l'unité nationale. Et il faut voir les dégâts que ce que vous publiez porte au pays et les évaluer, plutôt que de dire je suis journaliste et parce que j'ai entendu telle chose, je peux. Mais si éventuellement le chef de l'État l'avait dit, l'exigence professionnelle lui demande justement de le dénoncer, par exemple. D'avoir de la réserve pour ne pas jeter de l'huile sur le feu. Parce que nous allons vers des échéances électorales et nous savons tous que chacun se donne une mission particulière, celle de protéger ce qui est déjà en cours actuellement, et les autres, celle de déloger ceux qui sont installés au palais de la Marina et aux alentours. Donc nous savons dans quel rôle chacun est, mais dans ces rôles que chacun s'attribue, il faut qu'il y ait de la mesure et nous devons faire en sorte que le pays ne souffre pas de ce que nous avons à dénoncer, et même si ce que nous avons à dénoncer est vrai, dans la mesure où ça ne fait pas du bien
au pays, il est de la responsabilité du journaliste de ne pas en faire la publication. Donc ce n'est pas tout ce que le journaliste connaît qu'il diffuse. Encore que si une telle information était fausse, vous imaginez les dégâts que ça peut faire. Vous imaginez à quel point c'est grave de dire une telle chose qui ne soit pas fondée. De dire par exemple que le chef d'état-major de l'armée était peut-être en train de faire la fête à Ouida et que c'est peut-être pour ça que les attaques ont eu lieu à Karimama et que soit c'est ça ou soit il y a une complicité au sein de l'armée pour livrer le pays aux ennemis. Mais de dire des choses comme ça prend des gains, c'est pas du journalisme. Je suis désolé. C'est une analyse qu'il fait de la situation. L'analyse. Il se demande si le patron de l'armée au front là-bas, s'il était vraiment au front pour qu'on ait assisté à autant de dégâts. On peut se poser des questions dans un État démocratique. Et si la question était posée de la façon dont vous la posez, je pense que personne ne lui en ferait grief. Si la question était posée de cette façon très professionnelle et très normale, personne ne lui aurait fait greffe. Mais quand vous affirmez que de deux choses l'une, soit le chef d'état-major est en train de faire la fête et à banaliser les choses, soit il y a une complicité pour livrer le pays à des ennemis. Mais quand vous ne laissez pas le choix de l'innocence à celui à qui vous adressez ces critiques, vous jouez non pas seulement avec sa carrière, mais vous jouez avec la sensibilité des Béninois. Vous jouez avec on va dire, l'équilibre régional, l'équilibre du pays. Donc, il n'appartient pas aux journalistes de se poser des questions qui en réalité jettent de l'huile sur le feu. Et surtout, de se poser des questions qui sont basées sur de la pure spéculation, sur des états d'esprit ou des états d'âme comme ça qu'on a et qui sont en mesure de créer des problèmes. Le journaliste, selon le code d'éthique et de déontologie, lorsqu'il n'a pas la certitude sur un certain nombre de choses, il s'abstient. C'est bien ce que dit le code. Et donc, lorsqu'un journaliste est condamné pour avoir dit quelque chose d'une telle gravité qui n'est basée sur aucun fait, qui n'est basée sur aucun indice, qui n'est basée sur aucune ligne d'enquête, ça pose un problème. Et ça appelle à la responsabilité. Et si la HAC fait ce que fait la HAC, c'est pour que les autres qui ne sont pas encore condamnés puissent savoir qu'il y a des lignes que nous franchissions allègrement par le passé. C'est quoi, on veut nous faire peur là, c'est ça? Quand on parle de lignes, dans un contexte démocratique où la liberté d'opinion, de réflexion est quand même reconnue par la loi. Je suis d'accord avec vous et je pense que, comme disait quelqu'un, même si je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire. Mais attention, dans le même temps, ce que vous dites engage votre responsabilité. Vous ne pouvez pas refuser de répondre de ce que vous dites lorsque ce que vous dites n'est pas en conformité avec les lois qui régissent votre profession. Donc, moi je pense que hier, les circonstances avaient fait qu'il y avait beaucoup d'irresponsabilité dans notre profession de journalisme. Et je me plais à le dire, Mathieu Kérékou ne nous a pas aidés. Mathieu, comment ça nous a fait grandir? On a eu une très belle image de pays démocratique, on a occupé des rangs qui nous sont honorables et je crois que en allant dans sa tombe, il l'a emporté avec certainement beaucoup de fierté. Je pense qu'il y avait beaucoup d'illusions. Ah oui? Il y avait beaucoup d'illusions et nous nous extasions sur des illusions. Pour la simple raison que lorsque le Bénin déclare que le Bénin est 3e dans le monde, ouais, en matière de liberté de presse, et que dans le monde, il y a quantité de pays qui sont dans des démocraties multiséculaires. Et vous ne trouvez pas que c'est tout à fait curieux que le Bénin soit? Non, il y a des normes. Devant ces pays-là, il y a des normes, il y a des critères d'évaluation suivant lesquels, on a noté le Bénin aussi. Justement, on franchissait des lignes au Bénin et ça ne disait rien à personne. En fait, c'est ça le critère sur lequel le Bénin a été noté. C'est qu'on ne disait rien. Mathieu Kérékou disait, si ça peut vous donner à manger, mais allez-y. Et tous les journalistes s'étaient mués un peu en activistes politiques. Or, moi je vous dis, le journalisme et l'activisme, c'est deux choses différentes. Et c'était tellement imbriqué qu'il est arrivé un moment où le public béninois ne faisait même plus la différence entre le journalisme et l'activisme. Ah ouais? Et c'est l'activisme que le public réclame jusqu'à aujourd'hui. Lorsque vous faites une analyse équilibrée, que vous n'avez pas écorché l'image du chef de l'État, que vous n'avez pas du tout
traîner son image dans la boue, on ne vous considère pas comme un bon journaliste. Vous n'êtes un bon journaliste que lorsque vous faites une analyse où vous traînez l'image du pays, vous balafrez complètement l'image du pays, que le chef de l'État est voué aux gémonies. C'est à ce moment-là qu'on dit, ah oui, ça, c'est un bon journaliste. Donc, le public lui-même a fini par faire de nous des activistes politiques et nous avons tout à fait oublié les règles élémentaires qui régissent le métier de journalisme. Parce que lorsque vous franchissez la ligne de journalisme pour devenir activiste politique, vous êtes dans un autre champ d'application de la loi. Quand j'observe un peu la liste des médias qui sont fermés, ils ont quelque chose en partage, c'est la ligne éditoriale. Le Patriote, c'est la liberté de ton. La liberté de ton, si vous voulez. Alors, on connaît un peu le ton du journal Le Patriote. On connaît un peu le ton aussi de l'Audace Info, qui ne recule devant pratiquement aucun sujet. On connaît aussi le ton de Reporter Bénémonde, dont je salue d'ailleurs la principale physionomie bien connue. On connaît le ton de Crystal News, par exemple, pour son engagement. Et curieusement, il y a aussi que ces différents organes de presse ont eu par le passé quelques soucis, soit avec une administration, Crystal News avec la police républicaine, par exemple, le Patriote avec le gouvernement, et ainsi de suite. Reporter Bénémonde dans le dossier lié justement à l'affaire de l'ancien directeur général de la police nationale, Philippe Rondegno. Quand on voit ces éléments ensemble et quand on les retrouve sur une même liste suspendue par la HAC, on peut avoir des appréhensions et des soupçons. Non, pourquoi il n'y a pas d'appréhension et de soupçons? Moi, je considère que tous ces organes ont quelque chose en commun. Et vous venez de le souligner, c'est le ton, n'est-ce pas? Oui. Et non seulement ces organes ont le ton, mais c'est que parfois il y a des traitements de l'information qui sortent un peu du champ du journalisme pour entrer dans celui de l'activisme politique. Mais on ne suspend pas. Et non, s'ils sont suspendus, ce n'est pas parce que on a décidé de les rayer complètement de la carte des médias. C'est parce qu'on leur a dit, allez vous mettre en règle pour que désormais on sache à qui nous avons affaire. D'accord. Et là-dessus, moi je trouve que la HAC, elle a bien fait. Bon, peut-être elle n'était même pas obligée de suspendre. Elle pourrait dire, bon, je vous mets en demeure. Je vous donne 2 semaines, oui, je vous donne un mois pour réunir les pièces, oui, pour faire les démarches administratives. C'était une méthode qui aurait pu être plus douce et qui aurait peut-être été mieux comprise. Mais bon, elle a décidé de suspendre parce qu'elle considère que si on ne frappe pas fort et qu'on y met de la complaisance, l'image ne serait pas suffisamment perçue par tous les professionnels des médias qui comprendraient qu'il y a des problèmes à corriger. Bon, mais ici, on ne dit pas à Crystal, on ne dit pas à Reporter Bénémonde et à tous les autres, vous devez changer de ton. Moi, je pense que le ton n'est pas un problème. Ah ouais? Ce qui est un problème, c'est la crédibilité de l'information que vous donnez. Ce qui est un problème, c'est comment on va dire, la tâche que vous faites sur l'image de quelqu'un, sur l'image du pays, parce que vous voulez faire une analyse, parce que vous voulez faire passer une information et que vous ne faites pas attention à ces détails-là. Parce que même quand quelqu'un est accusé de quelque chose dans les médias, cette personne est toujours présumée innocente parce que même devant un tribunal, cette personne n'est pas encore condamnée. À partir de ce moment, quelles que soient les analyses que vous faites, vous ne projetez pas l'image d'une condamnation sur une personne, vous ne jetez pas l'opprobre sur une personne et vous ne vouez pas hégémonier une personne parce que vous avez décidé que cette personne ne représentait pas l'image parfaite du dirigeant que vous auriez souhaité avoir. Donc moi, le ton, pour moi, ne constitue absolument aucun problème. Crystal a un ton que moi j'aime bien. Le Reporter Bénémonde a une liberté que moi j'aime bien, mais il faut que dans l'animation de ces organes, on s'attelle à donner de l'information juste et surtout à quand même essayer de faire un équilibre dans la recherche de l'information qu'on livre au public. Parce que dans ces médias-là, malheureusement, je sais qu'il y en a beaucoup
qui ne font pas l'effort de l'équilibre de l'information et qui ont des lignes véritablement tranchées contre le régime. Ça peut être une ligne et ça peut se justifier. On a ailleurs des journaux de gauche, de droite, de milieu, démocrates, républicains. On ne va pas faire un procès à un journal d'avoir une ligne bien tracée, dirigée contre le gouvernement, puisque justement dans le même pays, sur la même place publique, on a d'autres journaux qui, malheureusement ou heureusement, ont aussi leur ligne dressée directement contre l'opposition et éternellement, avec un soutien le grief que je fais va justement à l'endroit de ces journaux-là aussi, qui n'équilibrent pas l'information. Donc que ce soit l'audateur du gouvernement ou pourfendeur du gouvernement, je pense que tous les médias doivent faire l'effort de rester au moins quelque part dans un équilibre de l'information. Ça n'interdit pas d'avoir des médias de combat. Attention. Mais lorsque vous êtes dans un média de combat, sachez que vous n'êtes pas dans le journalisme, vous êtes dans l'activisme. Il faut le savoir. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a des lignes que chacun devrait connaître. Si vous êtes journaliste, il y a des règles qui régissent votre métier. Mais si vous décidez d'aller dans un média de combat, donc ça veut dire que vous avez un combat politique à faire. Et à ce moment-là, vous n'êtes pas dans le journalisme, vous êtes dans l'activisme politique. Il faut aussi être curieux face à cette décision de la HAC, parce que justement au début de la mandature de la HAC locaux, on a senti quand même, je dois dire, une sorte de mise en garde, de pression, etc. Surtout dans le ton du président lors de ces différentes sorties au tout début de sa mandature. Comme si papa revenait à la maison un soir et se mettait à prévenir des écarts éventuels qu'on aura ou qu'on a eu dans la journée. Un peu comme si on a profité d'une situation pour commencer à mettre de la pression ou à suspendre des organes de presse. Je crois qu'il ne faut pas se leurrer en pensant que la HAC des droits locaux est une HAC comme les autres. Ce n'est pas une HAC comme les autres. En quoi est-ce qu'elle est différente? Ce n'est pas une HAC comme les autres parce que Patrice Talon a décidé de faire des réformes dans différents domaines. Et ces réformes jusqu'à présent n'avaient pas encore touché les médias. Et il me semble bien, en lisant les faits tels qu'ils se produisent, que Édouard Locaux a reçu la mission de la part du chef de l'État d'aller travailler à donner le visage des médias que lui, Patrice Talon, voudrait que le Bénin ait désormais. Donc, si Édouard Locaux est au poste où il est aujourd'hui, c'est parce qu'il a une mission et j'ai l'impression que cette mission a commencé. C'est pourquoi, moi, je disais depuis l'entame que pour couper l'herbe sous le pied de cette HAC-là, il fallait que les professionnels des médias se prennent au sérieux. D'abord, qu'au sein des associations fêtières, il y ait des décisions qui soient prises et qu'il y ait des sensibilisations qui soient faites pour que la HAC ne soit pas obligée de prendre des mesures qui relèvent de l'ordre de ces instances fêtières. Et surtout, que le tribunal des pairs, c'est-à-dire l'ODEM, prenne ses responsabilités et prenne des décisions qui empêchent la HAC d'être obligé de descendre jusqu'à un certain niveau pour réglementer. Et donc, si vous voyez les décisions qui ont été prises... on avait l'impression que c'est des décisions a priori, avec une HAC a priori, puisque vous l'aviez dit, Édouard Locaux a une mission. J'espère véritablement que la mission dont il est chargé cadre convenablement avec les lignes et le fonctionnement tracé, non seulement avec les tests de la HAC, mais aussi les tests qui régissent la profession. Oui, parce que là, on n'a pas... Personne ne dira qu'il y a des tests qui ont été violés. La HAC n'a violé aucun test. Donc nous sommes dans le cadre d'une régulation normale. Et il y a des choses qu'on laissait passer. Il y a quantité de choses qu'on laissait passer. Et que les médias même considéraient comme tout à fait normales, tout à fait acquises. Alors que c'était, on va dire, des comportements qui n'avaient pas lieu d'être dans un environnement responsable. Donc aujourd'hui, je pense que ce qu'on fait, ce que nous observons de plus, c'est l'obligation qu'on nous fait d'être responsable de ce que... Mais quand on voit le timing aussi, et quand on sait qu'on est à une semaine, à un an des élections générales, et que c'est de gros enjeux politiques par exemple, cette façon de procéder, est-ce que ce n'est pas une manière, je dois dire, de brider un peu les médias, de museler la presse, de leur dire, regardez,
si vous ne faites pas attention, moi je suis capable de venir vous fermer un matin parce que je suis la hack. Oui, bon, on peut penser ça. Mais moi je dis, si déjà les médias font leur travail selon les règles de l'art, à partir du moment où il y a un problème, et que le média peut démontrer par A plus B que tout a été fait dans les règles de l'art, je pense qu'à ce moment-là, chacun pourra apprécier les faits et chacun pourra donner son avis, n'est-ce pas? Mais lorsque les médias même ne sont pas en règle, lorsque le travail que font les médias ne suit aucune ligne, lorsque dans un pays responsable et sérieux, un organe de presse peut publier qu'il y a eu un coup d'État alors qu'il n'y a absolument rien. Mais vous voyez qu'il y a un problème. Ben, peut-être qu'il y a un problème. Il y a des informations. On ne peut pas, sur la base de simples rumeurs, en tant que journaliste, mettre ce genre d'informations sur la place publique. Ça pose un problème. Ça pose un problème. Donc moi je dis, je veux bien que la hack soit contrée, je veux bien que la hack soit jugée sur la base d'un certain nombre de critères, mais je veux aussi que les professionnels des médias se donnent d'abord l'obligation d'être des gens responsables et sérieux. Et à partir de ce moment-là, on pourra dire à la hack, arrêtez. Arrêtez, parce qu'il y a des règles et que vous allez au-delà des règles qui sont... Est-ce que ce n'est pas la faute à la fois au gouvernement et à la hack d'avoir une presse telle que vous la peignez là, quand on l'a asphyxiée, quand on l'a privée d'aide de l'État à laquelle elle est habituée pendant autant d'années, quand on lui a rien donné pendant 9 ans et qu'on vient maintenant pour des réformes, c'est normal qu'on trouve une presse dans cet état-là, non? C'est un peu normal. C'est un peu normal, mais c'est en même temps un peu gênant d'avoir des organes qui dépendent essentiellement et complètement de la générosité de l'État. Oui, partout dans le monde, la survie des médias dépend de ce que, justement, l'État met à leur disposition. Non. Parce que fondamentalement, la publicité, même dans les médias des pays les plus développés, la publicité n'a pas vraiment cette dimension pour couvrir toutes les charges qu'engage la tenue et le maintien de l'organe de presse en vie. Il n'empêche que nous avons été laxistes et que pendant toutes ces années, nous n'avons rien fait pour organiser notre métier, notre profession, de façon à ce que nous puissions nous passer du pouvoir. Parce que c'est notre responsabilité de faire en sorte que le pouvoir nous respecte. Parce que nous sommes le 4e pouvoir, dit-on. Et lorsque nous-mêmes, en notre sein, il n'y a pas de cohésion, lorsqu'il n'y a pas de décision concertée, lorsque, même quand il y a des décisions, il y en a qui sont prêts à torpiller cette décision-là pour faire plaisir au prince du moment, et qu'il n'y a pas d'organisation, et qu'il y a eu de l'aide de la presse pendant je ne sais combien d'années, plus d'une dizaine, plus d'une quinzaine d'années, et que ça n'a servi absolument à rien d'autre qu'à faire ripaille. Comment l'aide de l'État, c'est quand même des séries de formations, de la hack, c'est un peu de sous injecter ça et là dans les médias privés pour les aider à acquérir du matériel à cause justement de leurs performances professionnelles. On a vu tout ça par le passé. Même la hack de Nata, oui, à laquelle a appartenu d'ailleurs Edouard Loko, a pu quand même aider beaucoup de médias justement à acquérir du matériel. Qu'en est-il de la régie publicitaire? Qu'en est-il du fonds qui avait été prévu pour servir de socle à toute opération financière au sein de la profession? Qu'en est-il de la maison des médias? Qu'en est-il en réalité de nos fêtières? Regardez bien et dites-moi ce que nous avons fait de la profession. Nous l'avons délabrée. Nous avons nous-mêmes tué la profession. Que le gouvernement surfe là-dessus, c'est de bonne guerre parce que le gouvernement, je vous l'ai dit, le gouvernement exerce le pouvoir. Et l'exercice du pouvoir, c'est la restriction des libertés. La restriction des libertés est consubstantielle à l'exercice du pouvoir. Donc si le pouvoir profite de la décadence dans laquelle nous-mêmes nous avons mis la profession, c'est de bonne guerre. Il nous appartient de nous réveiller, de faire en sorte que les fondamentaux soient rétablis et que nous soyons solidaires
pour organiser la profession de façon à ce que mais le pouvoir, quel qu'il soit obligé de respecter les médias. Mais nous n'en sommes pas prêts. Nous ne sommes pas du tout prêts de ce genre d'issue, pour la simple raison que les journalistes eux-mêmes ne savent même pas encore ce que c'est que d'être journaliste. Comment ça, vous allez froisser ces centaines de journalistes qui s'échinent chaque matin, chaque midi, chaque soir à réunir en termes de proportion, oui. Il y en a qui sont très bons, mais il y a une multitude qui aurait dû aller faire autre chose que du journalisme. Et vous en prenez au fait hier, qu'est-ce qu'elles auraient pu faire, ces associations au niveau de la presse, quand on sait qu'elles n'ont pas de ressources, quand on sait qu'elles ont des difficultés à faire vivre, d'ailleurs même les organes de presse eux-mêmes, qu'est-ce qu'une structure comme l'ODM, qu'est-ce qu'une structure comme le CNPA aurait pu faire dans ce contexte-là par exemple? Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire aujourd'hui? Mais rien du tout, puisque les fêtiers se sont affaiblis. Comment ça? Et que l'ODM... On les a affaiblis, puisqu'on ne leur a jamais apporté de l'aide depuis une dizaine d'années. Non, ce n'est pas ça qui les a affaiblis. Ah bon? Non, c'est l'attitude des professionnels eux-mêmes qui se chamaillent comme des chiffonniers autour de ces fêtières-là. Et vous verrez bien que la représentativité même de ces fêtières laisse à désirer. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'une fêtière peut donner une directive que tout le monde va suivre? Parce que peut-être il n'y a pas une formation militante au sein des journalistes. Ce n'est pas avec de l'argent que ça se fait. Cette mobilisation militante ne se fait pas avec de l'argent. Elle se fait avec beaucoup de volonté et avec un certain nombre d'engagements qu'on a en commun. Nous n'avons plus d'engagement en commun. Et aujourd'hui, très honnêtement, je ne sais plus à quoi servent les fêtières. Hier, les fêtières avaient un sens. On savait ce que c'était que les fêtières. Et lorsque un journaliste avait été mal jugé et mis en prison, lorsque les fêtières descendaient dans la rue, nous savions ce que ça représentait. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de tout ça. Ce n'est pas l'argent. Ah oui? Non, c'est le manque d'engagement, c'est cette propension à ne plus s'intéresser. Quand il y a une facilité du pouvoir à aller se saisir d'un journaliste et à le jeter en prison, à le faire garder à vue, à le poursuivre devant le tribunal, alors que c'est clairement dit dans les textes qui régissent la profession qu'il y a d'autres voies pour faire prendre responsabilité à un journaliste qui s'écarte du droit chemin professionnel. Quand on, ma foi, réprime dans le sang des journalistes, parce que cela a été le cas dans ce pays, quand on en fait subir tout ça aux hommes des médias et aux organes de presse, c'est bien normal qu'ils soient affaiblis et dans l'état dans lequel on les trouve là. Pour ce que vous dites là, vous pensez que ça n'a jamais eu lieu par le passé? Mais pas à une proportion qu'on connaît aujourd'hui. Il n'y a pas de proportion aujourd'hui plus grande que ce qui avait eu lieu hier. Ah oui? Non. Sous Kérékou, on allait chercher les journalistes comme ça? Non, je vous ai dit que... On les présentait devant le tribunal comme ça un matin? Kérékou, lui, il avait, comme je vous ai dit... La criette, s'il vous plaît, devant la criette, aux journalistes, devant la criette, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Mais tout dépend de ce qui est reproché à celui qui est arrêté. La carte de presse n'est pas c'est pas un sésame pour se permettre de faire tout ce qu'on veut de façon tout à fait, comment dire, impunie. La carte de presse, ce n'est pas une autorisation de diffamer en paix ou de salir l'honneur et la dignité des autres en toute impunité. Ça dépend de ce qu'on vous reproche. Et si ce qu'on vous reproche mérite que vous alliez devant la criette, mais vous irez devant la criette. Et c'est pourquoi je vous dis, moi, il faut d'abord qu'au sein de la profession, on se ressaisisse et qu'on soit solidaire. Une profession solidaire rend chacun de ses membres fort. Et lorsqu'on vient chercher l'un d'entre vous, on se dit, attention, la meute va me tomber dessus. Mais s'il n'y a plus de meute, et que chacun est livré à son sort, et qu'on vient, on prend qui on veut, il n'y a pas de protestation, il n'y a pas de marche, il n'y a rien du tout, il n'y a même pas de communiqué pour élever une protestation. Ça pose un problème. Par le passé, il y a des journalistes qu'on avait osé toucher, mais ce qui a fait reculer les gens, c'était la mobilisation. Parce que quand les fêtières descendaient dans les rues, ça faisait du bruit. Et il y a eu 2, 3, 4 cas comme ça, par le passé.
Mais est-ce que vous avez déjà vu aujourd'hui un journaliste qui est allé en prison et qui a donné lieu à un rassemblement immédiat des journalistes et à une décision de le soutenir d'une manière ou d'une autre? Parce que les politiques ont divisé la profession. Parce que la profession est divisée et qu'il n'y a plus d'engagement commun et que les objectifs que chacun poursuit en faisant ce métier sont totalement différents et parfois diamétralement opposés. En tout cas, la presse a quand même de longs chemins à faire au Bénin, dans son état actuel d'ailleurs, et il faut y songer. J'espère vraiment que pour les 12 ou 15 mois à peu près qu'il reste à Patrice Talon, que ces réformes envisagées et promises pendant qu'il faisait campagne en 2016 pourraient être mises en œuvre efficacement afin d'avoir une presse qui améliore un peu sa contribution professionnelle au Bénin du développement. Allez, on va changer de sujet. On va aborder le second réservé. Il s'agit notamment du grand retour de Donald Trump à la Maison Blanche. Il y a 4 ans, il perdait le pouvoir dans un désordre assez tonitruant. Voilà qu'il y revient désormais. Et puis, il donne le ton. Les sujets sont assez clairs, le cadre aussi défini. Mais déjà pour ce retour, vous l'y attendiez, Donald Trump à la Maison Blanche à nouveau? À un certain moment, tout le monde s'attendait bien à ce que ce soit Donald Trump qui revienne à la Maison Blanche parce que son challenger était manifestement incapable de lui donner la réplique. Et puis, bon, au dernier moment, on a sollicité Mme Kamala Harris qui quand même est venue un peu de façon parachutée. Ça ne pouvait pas ébranler Donald Trump qui avait déjà été président une fois et qui avait une forte communauté derrière qui le soutenait très activement. Et il y avait même des extrémistes derrière Donald Trump parce que lui-même, à certains égards, est un extrémiste. Bon, donc il a fait rêver un certain nombre d'Américains et même des gens qui, au cours du premier mandat, ne le sentaient pas du tout, ont fini par prendre fait et cause pour lui parce que on sent dans tout ce qu'il fait et dans tout ce qu'il dit que c'est un patriote qui veut que l'Amérique soit encore plus grande. Et là, on espère véritablement, en tout cas, que ce à quoi les Américains s'attendent en les lisant soit atteint, mais il a quand même fixé son cap. Pour le premier cas, c'est que déjà, l'Amérique va retrouver sa grande noblesse. Est-ce qu'elle n'avait jamais perdu cette noblesse? Non, c'est un slogan, mais c'est aussi une façon de poser un peu les bases de son action pour dire qu'il y a des foyers de tension dans lesquels l'Amérique n'a pas le beau rôle et que dans ces foyers-là, il faut faire en sorte qu'on retrouve une grande Amérique, soit qu'elle se retire, soit qu'elle intensifie son action de façon à ce que on puisse gagner les guerres qui doivent être gagnées et se retirer des guerres où il n'y a rien à faire. Bon, et puis ensuite, il faut travailler à faire en sorte que les intérêts de l'Amérique partout dans le monde soient sauvegardés, mais pas forcément en faisant la même politique internationale que ses prédécesseurs avaient fait. Donald Trump n'est pas gêné d'aller faire l'accolade au président de la Russie, il n'est pas gêné d'aller au Nord-Coréen, il n'est pas gêné d'aller faire l'accolade. Bon, lui, il veut une Amérique grande et il trouve que on n'est pas obligé de s'opposer au monde entier pour que l'Amérique soit l'Amérique. Et je pense que c'est un peu ce que nous allons observer dans les mois qui suivent, à partir du moment où il a décidé d'arrêter la guerre de l'Ukraine. Je pense que ça va déjà créer un certain nombre d'électrochocs sur le plan géopolitique. Et puis, il a décidé de couper l'aide pour l'Ukraine. Et donc, ça va affaiblir l'Ukraine. Et je pense que cette aide que l'Ukraine n'aura plus l'obligera sans aucun doute à reconsidérer sa position et à aller aux négociations pour qu'on en finisse avec cette guerre. C'est tant mieux, dirait-on. Bon, d'un autre côté, il y a Israël, dont il est l'allié inconditionnel. Je pense qu'il mettra tout dans la balance. Je crois que là-bas aussi, le feu est en train de s'éteindre, puisqu'il y a des négociations qui sont en cours et qui ont permis que les armes s'arrêtent. Et donc, je pense que l'arrivée de Donald Trump va éteindre un certain nombre de foyers et que
la grandeur de l'Amérique se verra non plus dans ces foyers-là, mais sur d'autres fronts. Oui, et visiblement, les fronts qui l'intéressent, ce ne sont pas les fronts qui sont en Afrique. Il y a des tensions en Afrique. Pourquoi est-ce qu'il ne pose pas des pas en urgence aussi pour qu'on puisse avoir des fronts qui s'éteignent? Lui, il ne considère certainement pas l'Afrique comme un enjeu. Pour lui, l'Afrique, bon, c'est vrai que c'est un endroit où il y a des richesses que tout le monde convoite, et l'Amérique fera ce qu'il faut pour faire partie de ceux qui convoitent ces richesses-là, mais ce n'est pas un véritable enjeu pour que l'Amérique investisse ou vienne s'installer où que ce soit en Afrique. Donc, de ce point de vue, Donald Trump n'est pas, je ne sais pas s'il a des parents ou des arrière-parents ou des gènes en Afrique, mais toujours est-il que si du point de vue de l'occupation géostratégique, l'Afrique ne l'intéresse pas trop, il a quand même des idées qui rejoignent un peu les idées des Africains, par exemple, à savoir que pour lui, un homme est un homme et une femme est une femme. C'est justement le deuxième tour. Et qu'au milieu, franchement, est-ce qu'il ne met pas les pieds dans les plats à ce moment précis? Bon, je n'ai pas vraiment remarqué le tollé que cela peut appeler quand il s'agit d'autres nations qui prennent ce genre de position. C'est bien normal, c'est les États-Unis, c'est quand même Donald Trump. Mais est-ce qu'il ne met pas les pieds dans les plats, surtout dans un contexte contemporain où on défend surtout la liberté et les droits de l'homme? Je pense qu'il met véritablement les pieds dans les plats et qu'il va heurter des sensibilités. Je ne présage pas de ce que ça va se passer facilement pour lui, mais c'est sa politique, on verra bien comment il arrive à concrétiser ça, parce que les transgenres et autres travestis sont légion aux États-Unis, et on ne peut pas du jour au lendemain dire qu'on ne les reconnaît plus du tout, et que déjà dans l'armée il faut commencer par faire le ménage, par les balayer. Je ne sais pas comment il fera, mais je présume que ça ne sera pas facile. Peut-être que le mariage homosexuel et autres pourrait être banni, moi je ne sais pas trop. Ça fait quand même partie des choses... Lorsqu'on dit qu'il n'y a que deux sexes, oui, l'homme et la femme, je présume que le mariage homosexuel pour lui est un peu comme une abomination. Ça n'existe certainement pas. Et donc, bon, il faut cocher la case F ou M quand on voudra se faire enrôler dans l'armée, c'est sûr. Alors que sur le plan mondial, je pense que les Nations Unies même sont déjà allées au-delà des deux sexes traditionnels et ont déjà considéré d'autres sexes comme faisant partie de la réalité de l'humanité. Bon, est-ce que Donald Trump va remettre en cause ces choses-là sur le territoire des États-Unis et aller jusqu'aux Nations Unies pour imposer le point de vue des États-Unis? Oui, mais quand George Bush a voulu aller faire la guerre en Irak, l'ONU l'a suivi à peu près avec des résolutions qui sont allées très vite. Il n'y a que, comme on dit dans notre langue, celui qui dispose de la farine, qui dispose de la pâte et de comment la répartir. Si c'est une façon de dire que Donald Trump sera suivi par les Nations Unies, il n'y a rien à faire, qui vont bannir les autres sexes. En tout cas, pour les 4 prochaines années, ça va être compliqué aussi d'en faire un sujet. Ça ne sera pas facile. Attendons de voir un peu comment ça va se passer, parce que je présume que les choses sont allées trop loin pour qu'on les ramène dans des proportions d'inexistence. Alors, la politique migratoire aussi de l'homme, qui fait déjà pleurnicher, notamment, et entre autres, les Africains. C'est vrai qu'il y a beaucoup de minorités aux États-Unis, mais fondamentalement, les Africains qui commencent à s'en plaindre, on peut comprendre bien pourquoi. Ah oui, parce qu'il va y avoir très certainement des reflux massifs de migrants et des expulsions à tout vent, si on considère en tout cas ce que dit Donald Trump lui-même, et si on considère les précautions que prennent certains alliés, enfin certains pays frontaliers comme le Mexique, où on s'attend déjà à accueillir des réfugiés en grand nombre. L'Africain est plus désolé, un peu plus désolé que les autres, parce qu'il y avait une politique migratoire qui permettait à des milliers d'Africains d'aller découvrir les États-Unis, d'y travailler et parfois même de s'y établir définitivement par la loterie Visa et d'autres mécanismes de ce genre-là qui seront probablement mis en parenthèse par Donald Trump. Bon, mais il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on fait.
il y a la réalité qu'on a devant soi. Donald Trump a dit ce qu'il a dit. Attendons de voir ce qu'il sera en mesure de faire réellement. Ouais, c'est un homme très engagé, en tout cas dans le protectionnisme économique. Ce n'est pas seulement spécifique à Donald Trump. Les États-Unis sont très protecteurs de leur économie, alors que l'Afrique, qui de plus en plus s'industrialise, de plus en plus s'organise et organise mieux son économie et transforme de plus en plus ses matières premières et ses productions, a besoin de déboucher. Et là-dessus, il y a la GOA qui a permis jusqu'à présent à un certain nombre de pays d'aller mettre sur le marché américain quelques produits. Il semblerait bien que la GOA lui-même soit sous menace. Absolument. Pour les bribes qu'on a déjà, je dois dire, aux premières heures de sa gouvernance, on verra bien ce que ça va donner. On a souvent dit de l'homme, quelqu'un de très engagé et de nature va-t-en-guerre. C'est assez curieux qu'il prenne le pouvoir et que certains foyers commencent à s'éteindre. Est-ce que ce n'est peut-être pas une illusion, quand on connaît un peu la tradition américaine sur les fronts de guerre, que ça va se rallumer ailleurs? Ah, ça, on verra bien, mais j'ai l'impression que Donald Trump considère que la guerre n'est pas le moyen le plus... on va dire le plus sûr d'avoir une grande Amérique. Et peut-être qu'il n'est pas si attaché aux lobbies qui vendent des armes. Parce que, en fait, si les États-Unis sont en guerre partout, c'est parce qu'il y a des lobbies qui vendent des armes et qui travaillent à ce que les tensions s'allument partout. Bon, peut-être que Donald Trump n'est pas tout à fait lié à ces cartels-là et que c'est pour ça que lui, il considère que la guerre n'est pas forcément la meilleure issue. Et Elon Musk, qui est son partenaire privilégié, et ne travaille pas dans ces choses-là et peut-être que c'est peut-être pour ça que lui il préfère des moyens plus propres, on va dire ça comme ça, de développer l'hégémonie américaine et de l'imposer au reste du monde. On verra à l'œuvre ce que Donald Trump fera, mais son tempérament de va-t-en-guerre n'est très certainement pas pour allumer des foyers de tension partout. C'est un multimilliardaire qui va se créer des amitiés avec le plus riche homme de la planète pour le faire conseiller afin de l'aider dans sa gouvernance. On va dire que c'est le gouvernement des riches. Et oui, on va dire que c'est le gouvernement des riches. On va dire que c'est le gouvernement des riches qui projette le monde dans une autre dimension que celle dans laquelle elle avait été jusqu'à présent. Il faut s'en inquiéter. Peut-être qu'il faut s'en inquiéter, j'en sais rien du tout, mais je pense qu'ils veulent projeter le monde dans une autre dimension et que cette dimension leur paraît plus essentielle que de faire des petites guerres autour de la planète. On va suivre Donald Trump pour sa présidence pour les 4 prochaines années. On verra bien ce que cela améliorera ou gâtera à l'équilibre du monde et surtout aux intérêts des Africains, notamment pour ce qui est de l'état du monde actuellement. Anissé Carlos, ok, merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. À la prochaine fois.